Yap les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour parler biathlon parce que ce week-end s'est déroulé la 6e manche de Coupe du Monde du côté de Ruppolding en Allemagne. Ruppolding, théâtre des premiers exploits de Martin Fourcade qui en 2012, et oui il y a 10 ans déjà, que voulez-vous, le temps passe vite, avait réalisé un sublime triplé sprint poursuite mass start au championnat du monde, construisant ainsi sa première victoire au général de la Coupe du Monde. C'était il y a 10 ans, ça fait longtemps mais les souvenirs sont toujours là, présents et impérissables. On dit souvent que Oberhof est le théâtre des grands exploits, que seuls les grands noms s'impose à Oberhof. Que dire de ce qui se passe à Ruppolding avec Martin Fourcade, cet exploit, ces championnats du monde à la Raphaël Poiré, à Oberhof en 2004. Que dire eh bien aussi des vainqueurs de ces éditions, de ces sprints, de ces poursuites féminines et masculines cette année. Que des grands noms à l'affiche, que des grands noms victorieux, et ça a commencé bien évidemment avec les sprints et notamment les femmes qui ont ouvert le bal avec Elvira Heuberg. Elvira Heuberg qui s'est imposée auteur d'un 10 sur 10. Elvira Heuberg qui, après un week-end à Oberhof un petit peu compliqué, victime d'un virus, qui avait fait je crois 15e du sprint, 7e de la poursuite, retrouve la boîte et la plus haute marche du podium pour aller chercher une 3e victoire en Coupe du Monde, la 3e cette saison, puisqu'elle avait démarré ses débuts de succès au Grand Bornand avec son doublé sprint et poursuite. Elvira Heuberg, auteur d'un 10 sur 10 qui va devancer d'une vingtaine de secondes Marte Olsbu-Reuseland, la leader du classement général. C'est vrai qu'Elvira Heuberg est quand même plus à l'aise sur ce genre de parcours, qui répond bien sûr à ses caractéristiques et surtout qui offre un pas de tir assez facile avec une descente pour bien récupérer et un pas de tir à l'abri du vent, pas autant que celui du Grand Bornand, mais enfin quand même, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus à l'aise sur ce genre de circuit et sur ce genre de site que par exemple ce qu'elle pouvait être à Oberhof ou même à Antholz-Anterselva, là où il ne le sera pas, puisque je vous le rappelle, tous les Suédois et les Suédoises, à l'exception de Mona Brorsson qui se bat encore une fois pour la qualification directe pour les Jeux Olympiques, où elle essaiera bien évidemment d'aller valider son ticket olympique. Stina Nilsson, je crois, n'est pas annoncée, alors que cette dernière était toujours en ballottage plutôt défavorable au moment où on se parlait, pour aller, pourquoi pas, aller chercher une qualification aux Jeux. Stina Nilsson, ancienne championne olympique en sprint, c'était bien sûr sur la discipline du ski de fond. Elvira Heuberg, vainqueur. Marte Olsbu-Reuseland, qui elle ne lui concède quelque part pas beaucoup de points, puisque deuxième, le podium est complété par Dorothea Virer, qui est allée sauter sur la ligne au dernier moment in extremis à Limbekava, Dinara Limbekava qui doit se contenter de la 4e place. Dorothea Virer qui monte en pression à l'approche de ces Jeux Olympiques, qui, je vous le rappelle, aura à cœur de performer ce week-end avec les épreuves d'Antholz-Anterselva sur son site, bien évidemment, chez elle, où elle est bien évidemment attendue. Côté français, une 5e place de Justine Bressas, qui est allée chercher un bon 9 sur 10, même si encore une fois c'est frustrant parce que c'est la balle de trop qui lui coûte bien évidemment le podium. Anaïs Bescon, qui est la française la mieux classée au général, est allée chercher une magnifique 7e place à 48 secondes, auteur d'un 10 sur 10. Pour les autres, c'est un petit peu plus loin avec une 14e place d'Anaïs Chevalier-Boucher, auteur d'un 9 sur 10, qui est relégué à 1 minute 17 d'Elvira Heuberg. 23e place pour Julia Simon, qui malheureusement, après un superbe 5 sur 5, un superbe carton plein sur le coucher, va sortir 3 balles debout, relégué à 1 minute 23 d'Elvira Heuberg. Elle a été assez impressionnante, Julia Simon, sur les skis pour limiter au maximum l'écart. Paula Bottet, à hauteur d'un 10 sur 10, la jeune française de 21 ans, va aller chercher de mémoire une 44e place sur ce sprint. Certes, pas de points, mais une poursuite, une qualification tout de même pour la poursuite, ce qui va lui permettre bien évidemment de prendre de l'expérience. Et puis Thierry Lecoff, qu'on attendait, la revenante, celle qui avait annoncé son forfait à Oberhof à cause d'une méforme, est revenue. 19e place de Thierry Lecoff, 2 fautes sur le pas de tir, relégué à 1 minute 20 de la vainqueur du jour, c'est-à-dire Elvira Heuberg. Thierry Lecoff qui ne participera pas à la poursuite. Assez surprenant, on va pas se le cacher, mais Thierry Lecoff qui apparemment est toujours en délicatesse. Et je pense qu'elle commence vraiment à se poser des questions, pas seulement pour les Jeux, pas seulement pour sa prétendue qualification ou supposée qualification pour les Jeux, mais même pour la suite de sa carrière. Parce que, on le rappelle, elle a 32 ans et ses résultats, depuis cette année, sont en train de chuter de manière assez incroyable. Donc c'est vrai que peut-être qu'il y a pas mal de questions qui sont en train de se poser du côté du clan Thierry Lecoff. Chez les hommes, Quentin Fillon-Maillet, leader du classement général, est allé chercher ce sprint inaugural de Ruppolding. Quentin Fillon-Maillet, maillot jaune sur le dos, qui a devancé Bénédicte Doll, auteur d'un 10 sur 10. Bénédicte Doll qui est venu mourir à 7 petites secondes du leader du classement général. Bénédicte Doll, qu'on n'avait pas vu encore aux avant-postes cette année, revient à quelques semaines des Jeux Olympiques. Bénédicte Doll, ancien champion du monde de la discipline il y a quelques années de cela, auteur d'un 10 sur 10, va mourir à quelques petites secondes, 7 comme je vous l'ai dit seulement, de Quentin Fillon-Maillet. Anton Smolski,
le Bélarus qui partage sa vie désormais avec Dinara Limbekava, il y a des petites tensions du côté de l'équipe bélarusse, et bien va chercher son deuxième podium de la saison, auteur d'une faute sur le pas de tir, il va mourir à 32 petites secondes d'un Quentin Fillon-Maillet, parfait au tir et parfait sur les skis, parce que c'est ce qui le caractérise, Quentin Fillon-Maillet depuis le début de la saison, c'est la perfection, ou presque sur chacune de ses sorties, depuis en tout cas qu'il est revenu dans la course pour le général. À noter la 8e place, parce que oui, au niveau des satisfactions, je pense qu'on peut l'avoir, celle-ci côté français, avec cette 8e place de Éric Perrault. Éric Perrault qui va chercher un magnifique 10 sur 10. C'est vrai que ces derniers temps, eh bien, on sentait qu'Éric Perrault, il lui manquait un petit truc, la performance derrière la carabine pour aller vraiment valider tous ses progrès. Et là, notre ami Éric Perrault, qui, auteur d'un 10 sur 10, va mourir à 49 secondes de Quentin Fillon-Maillet. Il va chercher une magnifique 8e place. Il va même finir devant Simon Destieux, qui est 9e à 50 secondes, auteur malheureusement d'un tour de pénalité. Simon Destieux, 9 sur 10 derrière la carabine. Et Émilien Jacquelin, c'est la grosse déception côté français. On se posait la question de quand est-ce que Émilien allait enfin baisser un petit peu de régime, parce que, on l'a dit et redit, Quentin Fillon-Maillet, il a l'habitude de jouer les généraux de Coupe du Monde. Ça fait 3 ans qu'il termine 3e du général de la Coupe du Monde, donc il a l'habitude d'être régulier, il a l'habitude d'avoir la caisse sur tout le long de la saison, ce qui n'est pas le cas d'Émilien Jacquelin, qui est encore un homme de coups. On l'a dit, champion du monde de la poursuite à Antalya et bien sûr à Pokljuka l'année passée, mais c'est vrai que le voir encore bien classé au général avant finalement cette épreuve de Ruhpolding, eh bien c'était assez surprenant, et on se posait tous la question de savoir quand est-ce qu'il allait un petit peu craquer, quand est-ce qu'il allait commencer à lâcher du lest. Eh bien réponse sur ce premier sprint, et sur ce sprint de Ruhpolding, 53e place presque irréelle pour Émilien Jacquelin, auteur de 4 fautes derrière la carabine, une sur le coucher, 3 sur le debout, à 1 minute 42 de Quentin Fillon-Maillet. Bien évidemment, il a amorcé une certaine remontée sur la poursuite, on en parlera, mais il perd des points, notamment face à Sébastien Samuelsson, qui, à ce moment-là, eh bien, est à 2 points, finalement, d'Émilien Jacquelin, avec, finalement, cette contre-performance du Français, Sébastien Samuelsson, qui, d'ailleurs, se laissait le bénéfice du doute sur, oui ou non, sa participation à Hotols Anterselva, puisque je vous rappelle que l'ensemble de l'équipe suédoise, femmes et hommes, devait faire un stage en Italie, de préparatoire, bien évidemment, au JO, et donc zapper Hotols Anterselva. Et à ce moment-là, eh bien, notre ami Sébastien Samuelsson se posait la question si oui ou non il allait aller à Hotols, histoire, eh bien, de pourquoi pas jouer le général. Finalement, on sait qu'il ne le jouera pas, qu'il n'ira pas du côté d'Antols, puisque Quentin Fillon-Maillet aura fini de le dégoûter, notamment sur la poursuite, puisque le Français, on va casser tout suspense, d'aller chercher un magnifique doublé. Mais avant de parler du doublé de Quentin Fillon-Maillet, on va quand même parler de cette poursuite et d'une Elvira Heuberg qui partait en tête avec une vingtaine de secondes d'avance sur Marte Olsbu-Reuseland. Oui, oui, seulement quand vous partez avec 20 secondes d'avance, même quand vous vous appelez Elvira Heuberg et que vous êtes supersonique sur les skis, et que vous avez techniquement l'avantage sur un pas de tir plutôt facile, eh bien, il faut toujours se méfier d'une Marte Olsbu-Reuseland qui est capable d'aller chercher un 20 sur 20 derrière la carabine, et c'est ce qu'elle a fait, Marte Olsbu-Reuseland, puisqu'elle est allée chercher, eh bien, le carton plein sans faute pour aller chercher une nouvelle victoire cette saison, la 15e de sa carrière. Elle devance Elvira Heuberg, auteur de 2 fautes donc sur cette course, et les 2 fautes sur le coucher. Et oui, c'est quand même assez impressionnant de se dire qu'elle est plus à l'aise sur les debout que sur les couchers, puisqu'on le rappelle, le debout est un tir assez instinctif. Généralement, les garçons qui sont un peu moins à l'aise, garçons ou filles qui sont un peu moins à l'aise au tir, ont plus de mal sur le debout que sur le coucher, parce que justement plus instinctif, alors que le coucher est un tir très technique, ou un tir où il faut être posé, où il faut répéter les gammes, et pourtant les 2 fautes d'Elvira Heuberg se sont faites sur le coucher, alors qu'elle a parfaitement négocié les debout. Certes, elle les a un petit peu bétonnés, à l'image d'une Marie Dorin-Humbert dans ses meilleures années, même si Marie Dorin-Humbert, bon, était quand même un peu plus lente qu'Elvira Heuberg sur le pas de tir, notamment au debout, mais c'est vrai que c'est assez incompréhensible, ou surprenant du moins, de voir une fille moins à l'aise sur les tirs debout, sur les tirs couchés que sur les tirs debout, sachant que ce n'est pas une tireuse, mais que voulez-vous, Elvira Heuberg va donc chercher cette 2e place, ne va pas trop concéder de points sur Marte Olsbu-Reuseland, elle va d'ailleurs même finir avec le même nombre de points que sur ce qu'elle était arrivée avant finalement le week-end de Ruhpolding. La 3e place va être complétée, et donc podium complété par Anna Heuberg, la sœur d'Elvira Heuberg, qui vont donc partager un nouveau podium ensemble. Anna Heuberg, auteur d'un 19 sur 20 derrière la carabine, qui va mourir à 32 secondes donc de Marte Olsbu-Reuseland. Anaïs Bescon, meilleure française, on en parlait de notre française la plus régulière, et oui, c'est encore Nanas, c'est encore la vieille du groupe, hein, la plus ancienne, mais qui, dans toutes les années olympiques, réalise à chaque fois ses meilleures saisons. Elle le confirme encore avec une nouvelle place d'honneur, la 4e place, une médaille en chocolat pour Nanas, qui, auteur d'un tour de pénalité, d'un bon 19 sur 20, va mourir à seulement 10 petites
15 petites secondes, que dis-je, d'Anna Heuberg. Julia Simon, auteur d'une sublime remontée avec un 19 sur 20 derrière la carabine, va chercher une belle 8e place juste devant Justine Bressaz, 17 sur 20. Malheureusement, Justine, il en manque encore un petit peu derrière la cara, 58 secondes donc de débours sur Marthe Osbourg-Ozand à la fin. Paula Bottet, auteur d'un magnifique 19 sur 20, malheureusement est handicapé encore une fois par son niveau à ski et va se contenter d'une 46e place. Pas de points à nouveau pour Paula Bottet, enfin pas de points à nouveau. Elle avait marqué des points sur le sprint et sur la poursuite de Boerhoff, malheureusement pas de points à Ruhpolding. C'est un petit peu dommage parce que c'est une piste techniquement où les écarts sont assez resserrés et où le tir peut faire la différence. Même si, encore une fois, on a tendance à dire que quand on rate une balle à Ruhpolding, on perd 20 places, et quand on n'en rate pas, on a tendance à en gagner que 2 ou 3. C'est un petit peu dommage, auteur seulement d'un bon 19 sur 20, de finir 46e, ça veut dire qu'il y a encore énormément de travail à faire sur les skis, et ça serait peut-être intéressant que l'année prochaine, à l'intersaison, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup, notamment la 6e fille, qui change un petit peu finalement, avec Caroline Colombo, avec également Paula Bottet, peut-être que, je sais pas moi, une Lou Jean Monod sera amenée à venir et à monter en Coupe du Monde, ça serait peut-être bien qu'on se pose avec un effectif bien établi, et finalement pour faire progresser les filles, parce qu'une Paula Bottet, c'est vrai que ça serait intéressant, notamment qu'elle puisse, je sais pas, à l'intersaison l'année prochaine, s'entraîner avec l'équipe de France A tout le long de l'intersaison pour essayer bien, de progresser sur les skis, parce que on a une tireuse, ça c'est clair, mais il manque encore un petit peu ses capacités à ski, et ça serait bien de lui proposer une intersaison complète l'année prochaine avec l'équipe de France A pour essayer de la faire progresser, parce que c'est évident qu'il y a une grosse marge de progression sur les skis, et ça lui permettrait forcément, si elle progressait à ce niveau-là, d'aller chercher des top 20, des top 15, voire peut-être mieux, a fortiori, dans les années à venir, à moyen ou à long terme. C'est évident. Donc c'est vrai que voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on doit travailler, ou auquel on doit penser du côté, bien évidemment, de l'encadrement. Au niveau quand même des garçons, parce qu'on va parler des garçons, c'est important, la poursuite a été remporté par Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet, je vous l'ai dit, réalisant le doublé, qui va donc dégoûter purement Sébastien Samuelsson et Emilien Jacquelin, auteur d'une superbe remontée qui va mourir à la 20e place de cette poursuite avec un 18 sur 20 derrière la carabine. Emilien Jacquelin qui perd bien évidemment le profit de sa seconde place, finalement bien au profit de Sébastien Samuelsson. Sébastien Samuelsson qui va terminer 7e, si je ne dis pas de bêtises, donc de cette poursuite, concédant un peu plus de points à Quentin Fillon-Maillet. D'ailleurs, ça a fini finalement de lui faire prendre sa décision. Il ne sera pas du côté de Dantols. Notre ami Sébastien Samuelsson, je vous l'ai annoncé plus tôt dans la vidéo, il pensait, avec une bonne petite semaine, s'il arrive à reprendre des points à Quentin Fillon-Maillet, éventuellement jouer le général, mais le garçon s'est dit, bon, je suis à 97 points Quentin Fillon-Maillet au classement général, ça ne sert peut-être à rien d'insister, je vais me préparer tranquillement en stage avant finalement les Jeux Olympiques pour préparer cet événement qui est, je vous le rappelle, le plus important et le plus ancien événement de l'histoire de l'humanité. Donc, notre ami Sébastien Samuelsson fait une croix sur le général. Un qui n'a pas fait une croix, enfin qui peut-être a fait une croix sur le général à cause de ses mauvaises performances du début de saison, mais qui est en train peut-être de se positionner lui bien pour les Jeux Olympiques, et bien c'est notre ami Alexander Loginov. Alexander Loginov, on sait qu'il y a pas mal de spéculations, pas mal de choses qui circulent à son sujet, un ancien dopé, ancien convaincu de dopage, qui a pris de l'EPO, qui a été suspendu pendant 2 ans, Loginov, qui revient vraiment très en forme, et qui se positionne comme étant un candidat sérieux à la médaille, voire au titre olympique, du côté de Pékin, parce que notre ami Loginov a remporté le sprint du côté de Boerhoff. Il va chercher une superbe 2e place sur cette poursuite de Ruhpolding avec un superbe 19 sur 20 derrière la carabine, et on sait qu'il est en forme sur les skis. S'il maintient cette forme sur les skis, connaissant ses capacités au tir, surtout sur un pas de tir qui s'annonce assez piégeux, assez spécial du côté de Pékin, est-ce que ça serait pas le garçon qui pourrait tirer les marous du feu? Ah, ça, c'est une bonne petite question. Et Smolski alors, qui revient, lui aussi, le compagnon de Zinar Albinekama, qui va chercher à nouveau une 3e place sur la poursuite. Un nouveau podium pour Smolski, auteur d'un 18 sur 20 derrière la carabine, qui a été auteur d'un magnifique dernier tour pour aller chercher un podium, tout comme Simon Destieux, auteur d'un dernier tour assez impressionnant aussi pour aller chercher une 4e place, auteur d'un 18 sur 20, Simon Destieux qui va mourir à 22 petites secondes, donc du vainqueur du jour, Quentin Fillon-Maillet, à seulement 14 petites secondes, que dis-je, 10 petites secondes seulement du podium et de Smolski. Emilien Jacquelin, 20e, donc forcément qui remonte, bien évidemment, qui fait une bonne petite remontée.
Pas une remontada de famille, mais enfin, c'était plutôt pas mal. 18 sur 20 derrière la carabine pour Emilien Jacquelin, à 1,25 seulement de Quentin Fillon-Maillet. Éric Perrault qui a bien reculé, on l'attendait, on voulait voir ce qu'il pouvait valoir sur une poursuite bien placée. Notre ami Éric Perrault, auteur seulement d'un petit 16 sur 20 derrière la carabine, doit se contenter d'une 37e place, mais sa vitesse à ski lui a permis de rester dans les points et de reprendre de la confiance, bien évidemment, en vue de la dernière épreuve de Coupe du Monde du côté d'Antols Anterselva, où il va pouvoir jouer son va-tout, parce qu'il n'a plus rien à jouer. Notre ami Éric Perrault, il ne sera pas qualifié pour les Jeux Olympiques, ce qui est à mon avis aussi le cas de notre ami Antonin Guigonat. Antonin Guigonat qui marque le pas, Antonin Guigonat qui était aux portes du top 15 finalement il y a à la veille, ou plutôt à la fin de l'épreuve de la 4e étape du Grand Bornand et donc fin de la première partie de la saison, qui désormais est 28e. Il a complètement dégringolé, notre ami Antonin Guigonat. Il ne peut plus rien jouer. Vraisemblablement, la qualification est déjà faite du côté de l'équipe de France. On devra emmener en tant que titulaire Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, Simon Détieux et Fabien Claude. Antonin Guigonat qui éventuellement pourrait prendre la place de remplaçant et donc de 5e roue du carrosse, mais il serait peut-être temps éventuellement de lâcher les chevaux du côté d'Antols. Pour Antonin, il en est capable, on sait qu'il a la capacité, s'il met les balles, pourquoi pas d'aller chercher un top 10, voire peut-être mieux. Il a déjà fait des podiums en Coupe du Monde, 6 au total. Est-ce qu'il serait peut-être pas le temps désormais de switcher, de passer en mode on y va, on tente, et on essaie de faire une performance, parce que j'ai l'impression quand même qu'il jouait beaucoup sa qualification olympique, qu'il s'est peut-être mis de la pression, Antonin Guigonat, et ça serait peut-être l'occasion, avec finalement cette non-sélection qui paraît complètement actée, en tant que titulaire, ça serait peut-être intéressant de sortir finalement de cette zone de confort, switcher et passer dans un mode attaque pour essayer d'aller chercher un résultat du côté d'Antols Anterselva, pourquoi pas des top 10, il en est capable s'il met les balles, ça permettra pourquoi pas de redonner de la confiance avant une 3e partie de saison et des Jeux Olympiques peut-être potentiellement ratés à moins d'une blessure, et pourquoi pas lui redonner de la confiance avant finalement le mois de mars et ces dernières épreuves de Coupe du Monde qui, je vous le rappelle, sonneront aussi en un tour de fin de saison. Du côté du classement général de la Coupe du Monde, parce qu'on va quand même en parler de ce classement général de la Coupe du Monde, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, Mateusz Boreuseland a 88 points d'avance sur Elvira Heuberg. Mateusz Boreuseland, Elvira Heuberg, qui ne seront pas présentes du côté d'Antols Anterselva. D'ailleurs, comme Anna Heuberg, elles vont perdre des points, ça permettra peut-être à Dinara Alblekova, qui est 3e à 152 points de Mateusz Boreuseland, de faire un rapproché au général, qui sait, on ne sait pas, et pourquoi pas même à nos Françaises de se replacer également. Anaïs Bescon est 7e, première française, Anaïs Chevalier 8e, Justine Bressa-Boucher est 11e du général, 13e pour Julia Simon. Bon tir groupé des Françaises, elles auront peut-être l'occasion aussi avec certaines absentes de refaire un petit peu leur retard et pourquoi pas revenir dans le top 10 pour Justine Bressaz et pourquoi pas aller s'en rapprocher, tutoyer, chatouiller ce top 10 pour Julia Simon. Et puis du côté des Français, donc des hommes, Quentin Fillon-Maillet est premier du général devant Sébastien Samuelsson qui a 97 points de retard. Emilien Jacquelin, 3e, redescendu à la 3e place, est à 111 points. Emilien Jacquelin qui se sent un petit peu moins bien sur les skis ces derniers temps, qui aura peut-être l'occasion de reprendre cette 2e place. Ça me paraît évident, avec un week-end correct du côté d'Antols Anterselva, et pourquoi pas faire un bond pour vraiment aller resécuriser cette 2e place. On attend bien évidemment Simon Détieux, retour en forme, Simon Détieux qui est revenu à la 8e place, avec, on le rappelle, les Sturla Ekri, les Johannes Beu, les Tarier Beu, qui eux, n'ont pas décidé de participer à RuPaul. On les retrouvera, tous ces athlètes que je viens de citer, du côté d'Antols Anterselva. Ça sera l'occasion pour Simon Détieux d'avoir un objectif bien précis, celui de conserver sa place dans le top 10 du côté d'Antols, où je vous rappelle, on aura 2 courses individuelles, l'individuel justement, les 20 km et 15 km pour les femmes et les hommes, et puis bien sûr les mass start, les courses des rois et des reines, que ce week-end qui arrive bien évidemment. Fabien Claude est 12e, Antonin Guigonat 28e, Éric Perrault est un petit peu plus loin dans le classement, on le sait, puisqu'Éric Perrault n'a pas marqué de points à chaque rendez-vous de Coupe du Monde, mais des bons tirs groupés du côté des Français, et Quentin Fillon-Maillet, et ça c'est l'image du jour avec bien évidemment ce dossard jaune et rouge qui conforte un peu plus son statut de leader et son statut de numéro 1 mondial, meilleur biathlète du monde. On voit mal, au moment où on se parle, à un peu plus de la moitié de la saison, on voit mal comment Quentin Fillon-Maillet
ne pourrait pas aller chercher ce gros globe de cristal, sachant que, eh bien, les Jeux Olympiques ne comptent pas comme épreuve de Coupe du Monde, ne rapportent pas de points, mis à part cataclysme, mis à part blessure ou Covid, je ne vois pas comment Quentin Fillon-Maillet pourrait être privé de son premier gros globe de cristal. En tout cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à vous mouiller, ça m'intéresse de savoir votre avis, savoir si vous voyez d'ores et déjà Quentin Fillon-Maillet en tant que vainqueur du général. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait forte impression avec ce doublé sprint, poursuite et cette image, bien évidemment, de vainqueur de la poursuite avec eh bien, ce maillot jaune et rouge qu'il a montré et embrassé, bien évidemment, devant la caméra. On sait ce que ça représente, c'est tout un symbole. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre ce que vous avez pensé de cette vidéo de ce week-end du côté de Ruhpolding. Si la vidéo vous a plu et si les contenus en eux-mêmes vous plaisent, eh bien, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, c'est-à-dire le like, l'abonnement et l'activation de la cloche pour ne manquer aucune notification quand une vidéo sort sur la chaîne, prévenue en temps et en heure. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye et à la prochaine.